Tout de suite sur Ciné Cinéma Classique, le Club des 6. Oui, 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 Andy, dis-moi, oui, 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 oui. Spencer Tracy, dans toute sa carrière, aura toujours incarné les mâles équilibres, les vertueux impeccables et les héros de la morale. Mais, à ses débuts, dans les années 30, il était beaucoup plus swing, Spencer, et décoiffant, et coquin aussi. I think you're a great little kid, and I want to marry. Say, are you stuck for this stone twist? There is no other woman. You've got a sweet little disposition. How would you like to go over the park with me and help me tramp down all the flowers? Feet like yours, you don't need me to help you. Discuss the balls with Ghana. Call me up someday when you've made up your mind. Goodbye. It is nice to know that you care what happens to me. Man, it's all over. Come on, let's have another drink, huh? Du 9 février au 2 mars sur Classique, cycle Spencer Tracy. Avec Quick Millions, un drame, Me and My Girl, une comédie dramatique, Thomas Garner, un drame, Stanley Livingstone, un film d'aventure. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le plateau du Club des 6, le fameux Club des 6. Dans un instant, demandez le programme en ce qui concerne les 15 premiers jours du mois de février. Mais tout d'abord, vous le savez, ou vous vous en doutez très certainement, cette émission, bien sûr, est enregistrée. Le mois dernier, je demandais très naïvement des nouvelles du réalisateur américain George Roy Hill. Depuis, il nous a quittés. Et le 27 décembre. Exactement, très précisément. Et puis, on parlait également du Van Gogh de Maurice Pialat le mois dernier. Là aussi, Maurice Pialat, depuis, nous a quittés. Donc aujourd'hui, je demanderai des nouvelles de personne. Vous allez bien, tout va bien. Tous nos amis réalisateurs, acteurs et producteurs vont bien. Christine Masson, ça va bien? Ça va. Oui, je vais plomber, je vais finir par plomber tout le monde. De Christine Masson, faites attention, attention. Non, Christine, ciné-cinéma auteur. Merci d'être avec nous. Laurie? Oui. Choleva? Oui. Ça va? Ciné-cinéma très frisson, bien. ça frissonne? Ça frissonne bien. Très, très bien. Denis Parent, bonjour. Bonjour, comment vont les frères Lumière? Ils vont parfaitement bien, je vous remercie. Cinéma succès. Pierre Zény, l'émotion, l'été brut. Ça va bien, ça va fort. Pas trop d'émotion, doucement. D'accord, et puis Jean-Jacques Bernard. Ah, vous êtes le seul d'entre nous qui portait une cravate et Oui. on est obligé de vous applaudir. J'essaie de me faire remarquer. Merci Jean-Jacques. Dans un instant, donc, nous allons parler bien sûr des différentes programmations des ciné-cinéma. Mais on va découvrir la bande-annonce Oui, en ce qui avec concerne plaisir. les 15 premiers jours du mois de février. Pierre, vous nous lancez la bande-annonce? Allons-y, je Allez, lance c'est la parti. bande-annonce. Bande-annonce. Doudou, mon beau, tu n'as rien à craindre. Maman m'a offert ce 9 mm pour mon 13e anniversaire. Les viettes ne font pas de cadeaux. Les hommes sont des salauds. Être ou ne pas être. Vous êtes dingue, c'est ça votre problème. Voilà qui voit. Je crois savoir que vous avez des chambres à louer.
Une programmation très très riche donc pour ces 15 premiers jours du mois de février. Et on va commencer tout de suite avec l'incontournable Scarface, présenté en février sur Cinéma Premier. Il y a tellement de choses à dire sur Scarface. Je ne sais par quel bout commencer. D'abord, c'est un remake d'un film d'Howard Hawks. 50 ans plus tôt, en 1934. Exactement, avec Paul Muni. Alors, je vous en dis pas plus parce que tout à l'heure, Al Pacino parlera justement de la prestation de Paul Muni. Al Pacino donc joue dans cette nouvelle version, avec Michel Pfeiffer aussi, qu'on découvre. Je crois que c'est quasiment ses premiers pas au cinéma. Il y a eu Grease 2 et puis il y a eu Scarface. Alors, c'est intéressant de revoir ce film maintenant. Je l'ai revu, c'est pour ça que j'en parle. Parce que c'est vrai que c'est très connoté. C'est une bonne chose. De temps en temps. C'est pour ça que je peux en parler d'autant mieux aujourd'hui. 1983. Je l'ai revu. Et c'est vrai que c'est très connoté. 80, oui, tout à fait. Mais là où il y a plein de qualités de la part de Brian De Palma, c'est que quand on le revoit aujourd'hui, c'est-à-dire quelques 20 ans plus tard, ça n'a quasiment pas bougé. Il y a, moi je trouve, une réalisation exceptionnelle, et alors une interprétation Al Pacino. Chien fou, tout feu, tout flamme, c'est sûrement, pour moi en tout cas, l'un de ses meilleurs rôles. Qui joue un truand cubain. C'est bizarre, hein. Ouais. Pacino cubain. Pourquoi pas? C'était latino. Dans la première version, c'était la mafia italienne. Voilà. Et là, c'est la mafia latino-américaine. Latino. Avec des scènes qui déménagent. On va vous montrer dans un instant un extrait. Alors rassurez-vous, justement, pas avec une scène qui déménage, mais avec une scène un petit peu particulière, parce que Al Pacino est au volant d'une DS dans les rues. Je crois que c'est Miami ou New York, je ne sais plus. En tout cas, c'est Miami. Hein. Et puis vous allez voir que malgré tout, on a quand même une éthique comme ça chez les mafieux. Al Pacino qui hésite à flinguer deux enfants. Vous vous souvenez de la scène? Moyen pas de cette scène. Alors on va regarder. On regarde tout de suite donc un extrait de Scarface. Ok. Bien, quédate aquí. Despacio. Despacio. Fais chier, va te faire foutre. Ok. Con calma. Il y a deux gosses à l'arrière. Dégueulasse de faire ça, merde. C'est vraiment dégueulasse. Los estás perdiendo, mira. Los estás perdiendo. Je les vois, mon Dieu, je suis pas aveugle. 10 metros. 10 metros. Muévete. Muévete. Ah, tu vas la fermer maintenant, ok? Est-ce que tu auras à l'écran de les regarder bien dans les yeux quand tu les tueras? Tu te cacheras avec ta bombe à la con. Cállate. Tony va nous sauver. Allez, finissons ça. Tu t'es fait plaisir, hein? Vraiment la joie de tuer un mec et des gosses, hein? Putain, tu te sens fort. Cállate. Il est beau, le caïd. Je t'emmerde, moi. Tu me prends pour qui? Tu crois que je vais tuer des gosses et leur mère? Mon cul! Je fais pas ce genre de saloperies. C'est toi pourri qui va crever. Bah, c'est Pacino qui suit une qui DS. DS, Ouais. Vous vouliez rajouter quelque chose, Christine? Tavernier, dans son dictionnaire, n'aime pas du tout le film. Il Il a tort, signale c'est qu'il y a très bien. une centaine de fuck dans l'histoire. Oui, alors depuis la belle Ferrara fait mieux. Oui, c'est pas de raison pour Moi, détester moi, le je verrais film. une suite à ce Ça avait coûté film-là. cher à Ce Ken Loach, serait, d'ailleurs, Kodak. Très vrai. la suite de ça, ce serait peut-être l'Impasse, Carlitos Way, où il revient quelques années plus tard et le marché a complètement A changé, oui, c'est Et moins qu'on il puisse essaie dire. de trouver une rédemption un peu dans son retour. Scarface, un scénario là d'Oliver Stone. Oui. Hein. Oliver Stone Ouais. au scénar, et d'ailleurs ça se voit parce qu'il est quand même assez violent, Oui. parce que c'est un peu la spécialité à la maison. Puis la photo, on n'en parle pas, c'est John Alonso à la photo, et qui a fait la photo de beaucoup de Brian De Palma, avec la particularité de Brian De Palma. Ici, on l'a vu, dans des plans séquences comme ça, qui durent, comme ça, avec juste bien. des petites... Ce qui est intéressant dans les remakes, c'est de voir l'évolution de la société derrière. Le premier Scarface, il y avait un carton à la fin, au début du film. Le film avait été très difficile à monter parce qu'on réprouvait la violence officielle. Il y avait le code Hays qui était en train de se mettre en place. Et au début du carton, on expliquait que c'était un film qui montrait ce que ne devait pas être l'Amérique. Il y avait des précautions extrêmement sophistiquées pour les spectateurs qu'on supposait être des débiles mentaux. Ouais. Et quand on voit le remake, 50 ans plus tard, où là, il y a une explosion de violence, une déferlante. Une espèce de joie. On voit bien, une joie dans la violence. Jubilation. On voit bien l'évolution des mœurs de la société qui est le miroir du cinématographe. Ce qui est étonnant d'ailleurs avec ce Scarface-là, c'est que c'est resté en France un film référence, notamment dans les banlieues. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens dans les banlieues qui connaissent ce film par cœur, qui se le repassent en permanence et, et qui s'identifient à ce personnage, cet immigré Tony, cubain. je crois qu'il s'appelait. Ouais. Ouais, Tony Montana. Ouais, exactement. Et je crois que le ministre de l'Intérieur aime bien ce film. Chaudement recommandé. Va interdire. On va écouter, je vous propose d'écouter Al Pacino justement qui parle de la première version avec Paul Muni. Et c'est vrai que c'est en voyant cette première
première version donc réalisée par Howard Hawks que Pacino a eu envie de tourner le remake. La première version date des années 30, le remake de 1983. 32, voilà, c'est ça. Quant à Pacino, c'est toujours un vrai bonheur de l'écouter et de le regarder. So I was one day walking along Sunset Boulevard, of all places, and there was the, I believe it's the Tiffany Theater now, and it was playing in a double bill with something else, I forget. It was Scarface, and there was a few of us. So I said, well, why don't we just go and take a look at it, you know, see, we watch it 10 minutes or something, you know, see what it was like. And we went in, and it was, you know, an astounding movie, astounding. And the performance of Paul Muniz was astounding and inspiring. And I thought after that, that I just wanted to, yeah, I wanted to imitate him. I wanted to do something. I was inspired by that performance. Hey, look at the monkeys there! They think they're gonna get Tony Kamani, eh? Ha ha, Et lui aussi, il avait l'air bien allumé. Hein, il est complètement délirant dans ce film, Paul Mignon. Il est génial. Voir des yeux, il est là en train de rire en permanence comme ça. Voilà, donc Scarface, version réalisée par Brian De Palma, ce mois-ci sur Cinéma Premier. Christine, je me retourne vers vous. On va parler de Close-Up maintenant. Qui n'est pas si loin du cinéma américain, finalement, de Kiarostami, puisque Kiarostami était fasciné par un film de Orson Welles qui s'appelait Vérité et mensonge. Et il a un peu repris ce thème-là dans son film Close-Up. Au départ, c'est une histoire vraie. En 90, à Téhéran et en Iran, on connaît deux metteurs en scène, c'est Kiarostami et Mac Malbaf. Ça part d'un fait divers. Il y a un homme à Téhéran qui se fait prendre pour Mac Malbaf et qui abuse une famille de bourgeois, qui leur fait croire qu'il va tourner un film avec eux. Et c'est carrément passé pour Mac Malbaf. Oui, on le met en prison. Ouais. Kiarostami est fasciné par ce fait divers et le suit et va tourner cette histoire pour de vrai, sur 40 jours, les 40 jours de prison qu'a fait cet homme. Et on ne sait pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Il est très manipulateur, Kiarostami. Il a mélangé les deux choses. Donc, il reconstitue bien sûr la scène de cet homme qui abuse cette famille. En revanche, il va le voir en prison. L'homme ne sait pas qu'il est filmé. C'est assez émouvant comme scène, puisqu'il dit à la fin à Kiarostami, est-ce que vous pouvez laisser un message à Mac Malbaf? Dites-lui que je vis avec ses films, notamment Le Cycliste, ce qui est beau comme... Ensuite, on voit le procès. Ça s'appelle Close-Up gros plan, parce que Kiarostami propose à cet homme, voilà, on va vous filmer avec deux caméras. Une caméra pour tout le procès, éloignée, et une caméra proche de vous. Quand vous voudrez dire des choses vraiment que vous pensez que je ne vous crois pas, dites-la à ma caméra en close-up, en gros plan. C'est un documentaire ou... Non, il mélange tout, c'est-à-dire qu'il reconstitue l'histoire, il filme le procès, qui est un procès pour de vrai, et ce qui est beau dans cette histoire, c'est que cet homme est allé en prison à cause du cinéma, et qui va en sortir grâce au cinéma, grâce à Kiarostami. Non, mais c'est très très beau. Et là, je vais vous montrer un extrait du début du journaliste dans la voiture qui est complètement excité parce qu'il sait qu'il va sur un scoop. Il va donc saisir cet homme qui est dans cette famille, en train de leur faire croire qu'il est Mac Malbaf. On regarde ça tout de suite, donc close-up. ماجرای عجیب غریب و پیچیده‌ای. حالا خدمت عالی عرض شدم که بنده خدایی به نام محسن مخملباف رفته خودش به نام محسن مخملباف جهاز مخملباف میشناسید شما؟ بازاریه؟ نه بازاری نیست بابا. دست چپ داره؟ دست چپ آره. مخملباف بازاری نیست، مخملباف فیلمساز کارگردانه. نمیشناسید شما؟ همین که آخرین فیلمش بایسیکل داخل فیلمش. وقت سینما رفتن واسه همچین برای دیگه کارگردانه، واسه چهرهش زیاد مردم نمیشناسن، به خاطر همین آدمی به همین نام رفته توی خونه یخنه کرده خودشو مخملباف کرده. بعدم نسبت به اون خونه مثلا یه طراحیایی داره، یه کارهایی داره تو اون خونه میکنه. آدمایی رو که خونه هستن به عنوان کارگردان، به عنوان هنرپیشه انتخاب کرده. خونه رو به نام لوکیشن که حتما میدونید چیه، جای مکان فیلم برداری. مکان فیلم برداری است که کارگردان درش کار میکنه. اونجا رو به عنوان لوکیشن انتخاب کرده. معلوم نیست که نظرش چیه، سوء قصد داره، سوء نظر داره، چیزی ماجرا پیچیده‌ای. À voir donc, ça a l'air très original, hein, ce mois-ci sur Cinéma. Quand on respecte, il dit est-ce que je peux... On va montrer que des extraits aujourd'hui avec des mecs dans une balle. Il dit est-ce que je peux te filmer au procès, il lui dit ça, et l'homme lui répond oui, tu es bon public. Enfin, il s'identifie complètement. Et puis, pour boucler la boucle, dire que Secret, Vérité et mensonge d'Orson Welles a été produit par les Iraniens.
par le beau-frère du Shah d'Iran. C'est le Shah d'Iran à l'époque. C'est quand même assez fou. Il aime Voilà. bien les scènes de voiture, Kiarostami, parce que dans son dernier film, La Taine, c'est pareil, Oui, ça c'est se passe que dans ça. une voiture Oui, exactement, oui. avec deux plans comme ça, deux caméras. Moi, je connais pas bien Kiarostami, pour être franc. C'est un homme qui sait filmer les arbres et le ciel Et- à la perfection. J'ai lu ça dans les cahiers du cinéma. C'est ça, et les fagots de bois morts avec des vieilles dames qui les portent, non? Je crois que c'était Ce ça, film moi. va contredire un peu toutes ces idées Voilà. que vous avez sur cet homme-là. Voilà. Vous êtes dur avec le cinéma iranien, messieurs, on se calme. Les clichés, on l'avait dit. Oui, exactement. Voilà. L'honneur d'un capitaine, Denis Parent. Sur Cinéma Succès ce mois-ci. Eh bien, ça n'est pas un film de Mac Malbaf, c'est un film de Pierre Schoendorfer. Alors, vous savez, Pierre Schoendorfer, il a une réputation, enfin, il a une image en France un peu particulière. Voilà un homme qui a incarné pendant des années un courant de la société française, qui est un courant assez traditionnaliste, hein, celui de l'honneur, de l'armée, des militaires, un courant qu'on pourrait qualifier de courant, si on parle d'idéologie, de droite, ce qui n'est pas le cas. Parce qu'en réalité, ce dont Schoendorfer a parlé pendant toute sa carrière, c'est d'une France qui n'était plus sur le devant de l'actualité et qui, elle, a beaucoup subi la guerre. Et pour le justifier, lui, il parle de sa propre vie. Il raconte que son grand-père et son oncle ont été tués en 14-18. Son père a été tué en 39-45. Son beau-frère a été très grièvement blessé en 39-45. Son meilleur ami et son frère ont été tués pendant la guerre d'Algérie. Et lui a fait dans le service cinématographique des armées l'Indochine. Voilà, j'y arriverai. Et donc, d'où l'importance et la récurrence de la guerre dans le cinéma de Schoendorfer avec le fameux 317e section, qui par ailleurs est un film un peu pacifiste, entre guillemets. Pourquoi entre guillemets, on se le demande. L'honneur d'un capitaine est un film qui revient sur ces années où l'armée française a été mise en cause, beaucoup par les médias et notamment dans son action en Algérie. Et l'honneur d'un capitaine, c'est l'honneur de l'armée française que veut mettre en scène Pierre Schoendorfer avec un Jacques Perrin qui est un capitaine qu'on suppose avoir commis quelques exactions en Algérie. Et il instruit le procès de cet homme et il montre ce qui se passe sur le terrain. C'est le film d'un honnête homme, c'est un film intègre, c'est un film avec lequel on peut ne pas être d'accord parce qu'il prend plutôt le parti de la dignité militaire, alors qu'on sait, et on le sait depuis l'année dernière et l'année d'avant, il y a eu quelques témoignages là-dessus, que certains militaires n'ont pas eu d'honneur dans cette guerre. À sauver un seul, voilà. il occulte un petit peu les saloperies de tous les autres. autres. On peut dire que c'est le seul film de Schoendorfer qu'on puisse remettre en cause du point de vue de l'idéologie. Mais Jacques Perrin est admirable, il y a Nicole Garcia, il y a Charles Denner, il y a Wilson, il y a du très beau monde, je vous propose d'en voir quelques images. Un soleil rouge de Lima, durement accroché. Marqué. Contrez tous. Briton est manquant. Ludo est blessé. Un soleil rouge de Lima, durement accroché à Mechtaransa. Demande renfort. Jean, je crois qu'il est mort. Je suis blessé. Un qui ne s'en sortira pas, c'est Ben Rebaï. Qu'est-ce que je vais lui mettre à ce fumier? Après, Monsieur le Président, nous avons compté nos pertes. Le groupe Munoz, celui qui était parti sur la gauche, avait été presque anéanti. 7 morts, 5 blessés et 3 disparus. Munoz, Vernon et Torrens. Si vous ajoutez à ceux de notre groupe, cela fait 8 morts, 7 blessés et 3 prisonniers sur 25 hommes. L'honneur d'un capitaine, c'est un film de Pierre Schoendorfer, c'est en 1982. Quelques mots encore pour dire que l'armée n'a pas soutenu le film alors qu'elle avait soutenu le Krap-Tambour, avait fourni des matériels. Là, ils n'ont pas voulu être mêlés à ce procès qui était un peu instruit à l'armée. Et Nicole Garcia, dont vous parlez, elle joue sa femme. Elle joue la femme qui cherche à la réhabiliter a posteriori. Alors qu'il est mort, on passe du procès contemporain en 82 aux événements d'Algérie. Ont été intégrées d'ailleurs des images en noir et blanc que Schoendorfer lui-même avait tournées quand il était au service cinématographique des armées, qui servent de flashback, et quelques images de la 317e section. On voit Jacques Perrin jeune. Donc c'est aussi un film sur la vie de Pierre Schoendorfer d'une certaine manière. Pierre Schoendorfer qu'on retrouve pendant quelques instants en images. Moi j'ai fait... le dernier film de guerre que j'ai fait, c'était Dien Bien Phu, il y a 10 ans. Et j'avais le sentiment, étant donné que j'avais participé à cette affaire, un petit peu comme d'ailleurs Samuel Fuller qui avait débarqué le 6 juin à l'aube, avec le Big Red One, la première division d'infanterie américaine, et bien moi j'avais le sentiment que je n'étais plus tout à fait libre
en tant qu'artiste, que j'avais un devoir, une mission. Je devais témoigner autant que je le pouvais. J'ai fait ce que j'ai pu. Alors, les gens diront ce qu'ils veulent de ce film, mais enfin, j'ai vraiment fait ce que j'ai pu. Pierre Zuni, vous vouliez rajouter Non, un petit juste mot par rapport à Sean Dorfer, il y a vraiment cette notion de fidélité, cette fraternité d'armes chez lui qui est très forte. C'est vraiment un homme de terrain, il était sur le terrain, il a filmé le terrain, il a connu ça. Il ne peut pas s'empêcher à travers ses films de garder cette fidélité-là par rapport aux gens qu'il a vu tomber devant lui, devant ses yeux. Et ça c'est très fort chez lui. Passeur de témoignages, c'est ce gars qui essaye de dire un petit peu ce qui était arrivé. Puis ce qu'il y a de bien, je trouve, on en parlait là juste pendant l'extrait, c'est que cet homme, Sean Dorfer, a un fils qui fait du cinéma aussi, et plutôt du bon. Il avait fait un très bon polar il n'y a pas longtemps. Scène de crime. Et puis là, il fait, je crois qu'un film bientôt va sortir, film d'espionnage français, c'est rare. Et ce qui est fascinant chez ces anciens baroudeurs ou des gens dont on peut supposer qu'ils étaient dans un camp plutôt néocolonial, ce qui n'est pas le cas, mais c'est qu'ils sont toujours fascinés, c'est le cas des cinéastes américains, c'est le cas d'Oliver Stone, par les lieux où ils ont combattu. C'est-à-dire le désir de revenir en Indochine, par exemple, de revenir au Vietnam. Stone a fait la guerre du Vietnam. Sean Dorfer voulait tourner un film au Vietnam, voulait retourner là-bas. Il y a comme une volonté de revenir aux sources tout le temps, aux sources de leur jeunesse, qu'ils ont un peu usées avec les maths 49. Voilà, on a affaire à un pro. Les avions, les avions, les matériels, tous les matériels militaires, une seule adresse de l'Iparon. Alors, Laurie, est-ce que John Carpenter se fait peur? Est-ce qu'il a peur par rapport justement à des gens qui ont connu la guerre, la vraie? Est-ce que John Carpenter a connu l'effroi? Il essaie de nous faire peur. Oui, il y arrive plutôt bien. Donc là, on va parler de The Thing, qui va être son premier film, en fait, tourné sous la houlette d'un studio Universal. Mais The Thing sort en 1982, 2 semaines après E.T. de Steven Spielberg. Donc là, en général, c'est pas bon ça, oui. C'est pas très bon parce que le public est plutôt dans une harmonie de joie, un film qui se finit bien, de paix. Et là, Carpenter nous amène un film avec une chose monstrueuse qui tue, un énorme fléau. Donc c'est l'anti-E.T. L'anti-E.T. Donc le film est très mal accepté par les critiques. Et il est démoli, il n'a pas du tout le succès. Il va devenir vraiment un film culte quelques années plus tard. En fait, c'est une adaptation du roman de John Campbell. C'est la deuxième adaptation. La première version a été faite en 1951 par Howard Hawks et Christian Nyby. Howard Hawks, qui est le réalisateur préféré de John Carpenter. D'ailleurs, il lui rend un hommage, notamment dans Halloween. Et là, il fait une deuxième version qui n'est pas un remake de celle de Howard Hawks, qui est plutôt vraiment l'adaptation du roman, puisqu'on retrouve aucun personnage féminin. Et qui est meilleur, d'ailleurs, disait Denis Parent, je pense qu'il n'a pas tort. Hein. Elle est bien. C'est épouvantable, elle est assez proche du roman de Campbell. Oui, c'est ce que disait. Alors que le film de Nyby, c'est une sorte de légume qu'on voyait vaguement, l'extraterrestre. Il a introduit une femme dans les héros, et c'est une vision plus... Un extraterrestre végétal, c'était le pôle Nord, il se bouffait lui-même, ou il se bouffait par morceaux. Ça vous a plu? Jean-Jacques adore. Moi, je préfère ça au film de Carpenter. J'aime pas beaucoup le cinéma de Carpenter. Ah, moi j'adore. En tout cas, The Thing, moi c'est un de mes préférés. Je trouve qu'il n'y a pas de poésie dans ce film. Oui, l'acteur fétiche de Carpenter. L'acteur fétiche de Carpenter qu'on a vu dans New York 1997 et qu'on va voir dans Les Aventures de Jack Burton, qui va d'ailleurs lui aussi subir... des très mauvaises critiques. Oui, ça n'a pas très bien marché. Non, pourtant c'était un gros budget et ça n'a pas du tout marché. Mais Carpenter marche mieux avec ses petits budgets. Oui, c'est vrai, c'est plus un réal de bidouille que dès qu'il a de l'argent, beaucoup d'argent. Beaucoup de moyens, en tout cas ses films sont mal acceptés. Enfin, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de poésie chez Carpenter, Jean-Jacques. En fait, il y a la poésie du viscère, du boyau, la fameuse poésie du boyau, la poésie de la peur. Les stratégies de mise en place de la peur et de l'effroi sont extraordinaires. Je me méfie des metteurs en scène qui font leur musique eux-mêmes. Ah non, parce qu'ils sont trop complaisants avec eux. Lui, il fait la musique de Jean-Jacques Chaplin faisait sa musique aussi. Et alors, je me méfie de Chaplin. Ah bah pas moi. J'achète. Ils sont univoques. Oui, en plus dans The Thing, c'est vrai. Asso, c'était Carpenter, par exemple. J'adore Asso et The Thing, c'est Morricone qui faisait la musique. On va voir un extrait. C'est en fait la scène du test du sang qui va être repris par Roberto Rodriguez dans The Faculty. Oui, c'est ça. Rodriguez faisait un petit hommage à Carpenter. Il faut expliquer pourquoi le test du sang pour les gens qui n'ont jamais vu le film. Ah bon, alors on en parle. Oui, il faut juste dire que l'extraterrestre a la faculté, ça se passe dans une base où il n'y a que quelques hommes, et l'extraterrestre a la faculté de pouvoir prendre l'apparence de n'importe quel des hommes. Donc là, peut-être que l'un d'entre nous va commencer à faire allons-y, The Thing. Clark était humain. Ce qui fait de toi un meurtrier. Palmer, à toi.